Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21, vos témoignages sur l'actualité. Nous parlerons dans un instant avec vous de ces incidents au stade Vélodrome hier soir. Vous y étiez, vous nous appelez 39 21. La solitude des proches des malades d'Alzheimer. On en parle également avec vous en cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Mais d'abord, Jean-Michel, le statut des fonctionnaires, réformé ou pas, c'est la question. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Vous nous appelez de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Merci d'avoir appelé Europe 1 au 39 21. Vous avez été fonctionnaire, je crois que vous êtes à la retraite maintenant. Oui, tout à fait. J'ai été fonctionnaire, je travaillais dans le public, privé, le libéral, donc les trois secteurs. Mais vous avez aussi été fonctionnaire. Vous auriez été choqué qu'on remette en cause le statut dont vous avez bénéficié, c'est-à-dire l'emploi à vie, même si vous, visiblement, vous avez quitté à un moment la fonction publique? Pas du tout. On peut remettre ce statut en cause, d'après vous? Absolument, tout à fait. Et je crois qu'il le faut. Et je trouve que c'est très courageux de la part de M. Macron de faire cette proposition. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester? Pas grand-chose. Qu'elle sera traitée parce que c'est un sujet totalement tabou. Voilà, on sait déjà que les syndicats vont monter au créneau et qu'ils défendent beaucoup plus la fonction publique que la fonction privée. Pourquoi vous dites, Anne-Marie, qu'il faut remettre ce statut à vie, d'emploi à vie des fonctionnaires? Pourquoi dites-vous qu'il faut le remettre en cause? Parce que voilà, quand je travaillais j'étais fonctionnaire, j'ai vu certains employés faire des fautes très graves et tout simplement avoir ce matin il y a quelqu'un qui disait oui ils sont sanctionnés. Donc oui, la personne a bien eu une sanction, elle est restée à son poste. Moi, je sais que j'ai dû partir de ce poste parce que, entre autres, j'ai été menacée personnellement. Donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça donne des droits à des gens qui n'ont pas une conscience professionnelle qu'ils exerceraient partout. C'est favoriser certains comportements. Voilà. C'est pas possible de déplacer quelqu'un qui a commis une faute et de le remettre quelque part où il aura la sécurité de l'emploi et autres, alors que dans le privé, ça se passe certainement pas comme ça. Effectivement, on vous licencie beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu abusif. Vous voulez dire, Anne-Marie, que ce statut déresponsabilise les gens et, selon vous, le remettre en cause doit être possible pour que chacun dans la fonction publique, en tout cas c'est votre opinion, soit plus responsable de ses actes. Merci de nous avoir appelé, Anne-Marie. Maintenant avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Claude qui nous appelle des Hautes-Roches en Côte d'Or. Bonjour Claude. Bonjour Monsieur Abadi. Et alors vous avez été aussi fonctionnaire? J'ai été fonctionnaire également. Et la remise en cause du statut, l'emploi à vie, vous pensez qu'on peut en débattre? Je suis d'accord qu'on remette qu'il y ait une remise en cause du statut. Et en particulier, d'ailleurs, en reprenant les termes de M. Macron, il a parlé d'emploi à vie. Oui. Cet emploi à vie, il avait absolument raison et peu de personnes ont attaché l'importance qu'il fallait à ce terme. Il y a en France des quantités de hauts fonctionnaires, préfets hors cadre, généraux, directeurs et ceci et cela, j'en passe, qui conservent leur salaire en totalité et ne sont jamais en retraite, quoi qu'il arrive. Ah bon? Et là, il y a un problème très sérieux. Et ces gens continuent de vivre sans occuper d'emploi effectif, sans produire d'avantages à l'État. Et d'un autre côté, il y a aussi des élus qui sont nommés à certains postes de la fonction publique après leur activité d'élu. Ils sont nommés, mettons, inspecteurs des services vétérinaires. Ils intègrent les fonctionnaires et là, ils perçoivent également un salaire à vie et leurs veufs ou veuves bénéficieront peut-être le moment venu d'une réversion. J'entends ce que vous dites, Claude. Il est bien évident que ça n'est pas comparable aux fonctionnaires des catégories C et D qui font leur travail sérieusement, avec application, même si, comme disait la dame qui était avant moi à l'antenne, il y a quelques petits problèmes qui se posent. La grande question est que des milliers et des milliers de personnes ne produisent rien pour l'État et restent
en activité. Bon, votre raisonnement, Claude, et merci d'avoir appelé Europe 1 pour témoigner, c'est que les hauts fonctionnaires, peut-être, ne méritent pas leur statut d'emploi à vie, mais je pense que les hauts fonctionnaires, comme les moins hauts fonctionnaires, à un moment, sont à la retraite. Bien entendu, ils sont payés, ce qui est normal quand on est à la retraite, mais je ne pense pas que leur salaire leur continue à leur être versé jusqu'à la fin de leur vie, par exemple. Bonjour, Huguette. Bonjour, merci de me passer à l'antenne. Vous Moi, je appelez voudrais de parler- Neuville-les-Dieppe, en Seine-Maritime. Voilà. Vous avez Moi, été je voudrais fonctionnaire, J'ai été fonctionnaire pendant 38 ans, Oui. je suis en retraite d'accord? et je peux vous dire que ma retraite est de 1040 €. Donc si on est des privilégiés et des nantis à ce prix-là, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être vraiment quelqu'un de normal? Vous rappelez que Est-ce les traitements dans la fonction publique peuvent être assez bas. Voilà, est-ce qu'on peut vivre avec une pareille retraite? Maintenant, moi, ce que je voudrais parler, c'est des fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui balayent vos rues, s'occupent de vos enfants à l'école et dans les crèches. Ce sont ceux-là, les fonctionnaires, ce sont de ceux-là qu'il faut parler. Et c'est ces gens-là qui sont à votre service 24 heures sur 24. Alors, arrêtez de leur taper dessus, vous avez besoin d'eux. Ils ont besoin aussi des autres. Unissons les salariés entre eux au lieu de les diviser. Et moi, je suis contente que les Marocains aient obtenu satisfaction. Mais dans le même temps, vous ne pouvez pas dire que vous aussi, vous êtes contents et que d'un autre côté, il faut casser le statut de la fonction publique. Moi, j'aimerais que les gens qui sont à votre antenne, vous-même les journalistes, vous nous disiez combien vous gagnez par mois et combien vous aurez de retraite. On l'a vu avec Claire Chazal. Elle ne va pas partir sans rien. Alors, On ne va pas mélanger Claire Chazal au statut de la fonction publique. Vous faisiez non, référence, Huguette. Excusez-moi. Arrêtons de nous faire passer pour des nantis et des privilégiés. Excusez-moi, Nous sommes Huguette. des Bien sûr. salariés, des petits ouvriers. Je vous redonne la parole. Je voulais juste préciser que les Marocains que vous avez évoqués concernent les travailleurs marocains de la SNCF qui ont obtenu gain de cause devant les prud'hommes. Nous avons traité ce sujet au début du journal à midi, dans Europe Midi. Vous, quand vous entendez Emmanuel Macron dire il faudrait remettre en cause le statut des fonctionnaires et notamment l'emploi à vie, ça, vous ne le supportez pas. Je Non, je résume n'aime pas. correctement votre pensée, Huguette. Non, je n'aime pas parce que Macron, moi, s'il est de gauche, alors je ne sais pas moi qui je suis. Macron, Valls, ce ne sont pas des gens de gauche, ce sont des opportunistes. Ils se font des bons salaires sur notre dos et c'est eux qui foutent en l'air la politique et c'est eux qui vont empêcher les gens d'aller voter et c'est eux qui donnent la porte ouverte à Marine Le Pen. Alors il faut arrêter et moi j'appelle tous les gens, tous les salariés à s'unir et à se battre comme les agriculteurs l'ont fait. Il y a bientôt des manifs au mois d'octobre, alors je vous invite, allez tous dans la rue. Allez, ça c'était, on va le qualifier comme ça, un appel militant. Je vous remercie, Huguette, d'avoir appelé Europe 1 et nous poursuivons la discussion sur le 3921. Et nous parlons dans un instant avec vous au 3921 de ces incidents au stade Vélodrome hier. Vous étiez au stade, appelez-nous 3921. Mais d'abord, Jean-Michel, la solitude des proches de malades d'Alzheimer. Avec d'abord sur Europe 1, Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Niort dans les Deux-Sèvres. Jean-Michel. Oui Sophie. Oh, je suis contente de vous entendre parce que je C'est très vous aime gentil. bien. Ah, c'est très gentil. Ah oui. Moi aussi, je suis heureux de vous entendre et un peu troublé aussi parce que je lis sur l'affiche, donc vous nous appelez de Niort dans les Deux-Sèvres, Oui. que vous pensez être atteinte d'Alzheimer. Oui, mais c'est pas encore très formé. Et c'est pour ça que je voudrais déjà qu'on m'aide à faire mieux, à être plus forte. Et je suis plus forte grâce à ma fille qui m'aide beaucoup. Elle apprend la psychologie, tout ça. Et elle est avec moi tout le temps. Et elle étudie mon cerveau, je ne sais pas comment vous dire. Votre comportement. Mais c'est très bien. Avant, j'étais dans une grande angoisse. Qu'est-ce qui vous fait dire, Sophie, que peut-être la maladie vous guette? Des gestes, des oublis? Oui, parce que j'oublie des rendez-vous, j'oublie, je sais pas où j'ai mis mes clés, je sais pas où je vais. Plein de petites choses comme ça qui m'énervent, et plus je m'énerve, plus ça va pas. Et depuis que Dominique s'occupe de moi, Donc votre fille? elle me fait lire des phrases et je dois taper sur les moments, sur les... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Et est-ce que... Par exemple, sur la tête, milieu de la tête, il faut taper comme ça. D'accord. Vous avez savez ça? des codes et des signes qui vous permettent de retrouver plus facilement les mots ou de faire comprendre ce que vous voulez dire. Et puis dire. alors
un peu partout. Elle me l'a bien expliqué. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Je voulais le dire, ça. C'est très bien, Sophie. On est. Oui. Et puis, est-ce que vous avez essayé, Sophie? Mais quelquefois, tiens, comme hier, je devais aller voir une amie. Je prends ma voiture et je dois tourner. Vers où? Je ne sais plus. Je suis perdue. Je ne sais plus. Et puis, au bout de 2 secondes, ça y est, tout est retrouvé. Mais j'ai eu peur. Et vous essayez, vous n'avez pas passé d'examen qui pourrait éventuellement... Pas encore, mais je vais le faire, là. Vous hésitez à les passer? Vous redoutez de les passer? Non. Mais c'était... le docteur, le neurologue m'a dit d'y aller vers 3 ans après avoir été chez lui, parce qu'il dit c'est trop tôt, on ne peut pas voir. Quand il y a 3 ans, je suis allée le voir. Il m'a dit venez dans 3 ans, on verra plus clair. Et c'est le moment maintenant. Puis justement, cette dame m'a téléphoné. Mais moi, je veux bien. Je veux bien qu'on m'aide. Et puis qu'on aide Dominique aussi. Dominique, c'est ma fille, elle est formidable. Merci, Sophie. Et depuis qu'elle me fait tout ça, je vais beaucoup mieux. Je suis plus angoissée. Vous vous rendez compte ce grand pas en avant? Voilà, il faut être entouré d'amour et être aidé pour... surmonter cette maladie d'Alzheimer dont nous parlons aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale. Nous étions très heureux, Sophie, de recueillir votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et nous vous souhaitons bien entendu, ainsi qu'à votre fille, beaucoup de courage pour affronter les jours qui arrivent. Bonjour Lucien. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez de Nice dans les Alpes-Maritimes? Oui, pratiquement en fait, dans cette région. D'accord. Je suis à Paris et là je suis dans la maison de famille. D'accord. D'abord, merci d'accepter de m'écouter. Mais nous vous écoutons avec plaisir, Lucien. Alors, je vous ai appelé car j'ai réagi très fort dans ma tête au propos de cette dame, Madame Roumanoff. Oui. Je voudrais qui pas était avec Jean-Marc inquiéter les gens, mais certains Alzheimer ne sont pas du tout ceux décrits par Madame Roumanoff. D'accord. C'est mon cas. Oui, allez-y, racontez-nous votre cas. Alors, c'est mon épouse qui était atteinte de cette maladie. Petit à petit, j'ai vécu cela, je l'ai gardée chez moi jusqu'au moment où, malheureusement, elle ne me reconnaissait plus. Je dois vous dire que je suis marié depuis 1960, donc nous avons vécu le bonheur, les luttes de la vie, etc. Et tout d'un coup, mon épouse ne me reconnaissait plus. Elle, malheureusement, elle me battait. Et moi, j'ai essayé de me défendre. Enfin, c'était l'horreur. Il a fallu malheureusement qu'elle aille dans une maison adaptée. C'était un hôpital. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait... rapidement, j'ai compris qu'il fallait donner sa vie pour mon épouse. Ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure que les jours passaient, c'était de plus en plus dur. Et heureusement, pour moi et pour elle, je crois que je n'ai jamais autant aimé. Et ça, c'était formidable. Donc pendant 5 ans d'internement, il faut dire ce mot-là, je partais tous les jours de chez moi, j'arrivais à midi moins le quart, je la faisais manger à midi, je restais avec elle tous les jours et je partais après l'avoir couchée. Tous les jours, je me suis absenté 2 fois en 5 ans et heureusement que j'ai fait ça parce que maintenant je peux regarder mes fils, ma famille et mes amis bien dans les yeux et dire que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais lorsque la personne est partie, ensuite, c'est vrai, il faut le dire. Et je lui ai dit merci beaucoup d'être parti parce que c'était terrible. Mais après, on est tout seul, on n'a plus de but. La vie n'a plus d'intérêt. Et heureusement que j'ai 2 fils formidables. J'ai ma famille et une amie de famille qui se reconnaîtra si elle m'entend, que je remercie infiniment. Parce que sans cela, c'était, je peux dire, presque pas vivable. Merci. Voilà, mon épouse est partie depuis 4 ans. Ma douleur s'estompe, la douleur, pas le chagrin, pas le manque, mais la douleur s'en va. Et voilà, nous étions voilà. heureux, Lucien, de... L'Alzheimer, peut-être que dès qu'il y a une émission à la télévision, à la radio, on parle d'Alzheimer léger. La douleur revient. C'est bien, il ne faut pas affoler la population, mais peut-être que il faut en parler. Voilà. Apprendront que l'Alzheimer, c'est difficile. Il faut en parler, c'est ce que nous étions heureux de... La communication va servir à ces personnes pour leur faire penser qu'ils prennent des forces, parce que c'est pas
c'est très difficile. Voilà. Il faut parler de cette maladie très très difficile. Lucien, nous étions heureux de vous permettre de le faire sur l'antenne d'Europe 1. Il est 13h33 sur Europe 1. Tous les jours, vous pouvez témoigner, réagir sur l'actualité. Ça se passe au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous allons donc poursuivre ce dialogue avec vous et avec un autre sujet ce midi. Ces incidents violents hier au stade Vélodrome lors du match Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Oui, ces incidents ont retenu notre attention parce qu'ils sont évidemment inacceptables. Le foot est un jeu, il doit le rester. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah, est-ce que Déborah est avec nous? Peut-être que Déborah n'est pas là. Oui, vous êtes supportrice. Si, je suis là. Vous êtes marseillaise et supportrice de l'OM. C'est un peu une tautologie, mais enfin, il faut le préciser. Vous n'étiez pas au stade Vélodrome, peut-être hier soir. Si, j'y étais hier soir. Vous y étiez. Alors, comment vous avez vécu la soirée? Vous avez ressenti la violence? Ah oui, franchement, oui, on le voyait clairement. C'était pas c'est pas un match habituel. C'était pas l'ambiance marseillaise qu'on connaît. Parce que d'habitude, c'est bon enfant, c'est joyeux. Ah oui, c'est toujours dans une bonne ambiance. Il y a rarement des débordements comme il y a pu y avoir hier soir. Et ces débordements, donc vous les avez vécus des gens à côté de vous, ou bien c'était dans les virages un peu loin? Vous étiez... C'était dans les virages, ouais. J'étais dans la tribune Jean-Bouin, moi, et c'était au virage sud, donc juste à côté de nous. Et on sentait vraiment cette colère et cette violence des supporters du virage. Qu'est-ce qui l'a justifié? Je pense que c'est un peu Mathieu Valbuena, Jean-Michel Aulas, l'arbitrage. Et voilà, ça a été un amalgame, je pense, de plusieurs choses. Peut-être que l'OM sera sanctionné après ça, vous trouverez ça normal? Normal, peut-être pas, parce que c'est pas le club qui doit pâtir de ces débordements, à mon avis, mais c'est vrai que ça peut... Ça risque en tout cas. Ça peut être. Je peux comprendre qu'on veuille marquer le coup. Merci Déborah d'avoir appelé Europe 1 pour témoigner. Vous étiez au stade Vélodrome hier pour le match Marseille-Lyon. Et Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Jean-Michel. Vous étiez aussi au stade Vélodrome hier soir? Oui, j'étais au stade Vélodrome hier soir. Comment vous avez vécu cette soirée? Tribune Gannet. Tribune Gannet. J'ai fait 600 km pour venir voir ce match. Vous veniez des Vosges, c'est ça? Voilà, c'est ça. Saint-Étienne-les-Remiremont. Exactement. Et c'est la deuxième fois que je viens voir un match à Marseille. Et là, j'ai été vraiment surpris par l'atmosphère extérieure avant le match qui ressemblait un peu à une atmosphère de guerre civile, quoi, carrément. Trop d'agressivité. Comment? Trop d'agressivité. Trop d'agressivité, et j'étais seul, j'ai un enfant de 12 ans, j'ai hésité à l'amener, j'ai bien fait de pas l'amener, et je pense que je ne reviendrai pas voir un match à l'OM avec mon fils. Et sur le stade pendant le match, c'était difficile aussi comme climat? En fait, les deux tribunes nord et sud étaient très énervé, très excité. Et moi qui étais au centre de ces deux tribunes, j'avais même au centre, on a l'impression, on se sent pas vraiment en sécurité. Merci Olivier d'avoir appelé Europe 1. Donc vous étiez au stade Vélodrome hier, et il faut le dire, le football est un jeu et rien ne justifie ces débordements. Merci à tous ceux qui ont appelé Europe 1 au 39 21.